Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres de ce mercredi 15 mai. La commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat commémore cette année ses 120 ans, un anniversaire marqué par plusieurs temps forts, dont le dévoilement d'une sculpture monumentale par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. La Méduse des voyageurs est un hommage sans précédent à la sauvegarde des océans. L'intelligence artificielle, amie ou ennemie, est-elle un atout ou un inconvénient dans le secteur économique? Nous nous pencherons ce soir sur ces questions abordées lors d'un rendez-vous du Monaco Economic Board. Et qu'en est-il des cyberattaques? Elles se multiplient ces derniers mois, laissant fuiter des millions de données confidentielles. Nous décrypterons cela avec Tristan Fradé, directeur commercial de Stoic. Des ours en peluche, superstar d'une vente aux enchères au profit de Monaco This is Power, un voyage culinaire au Honduras seront également développés dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous recevrons la journaliste et éditorialiste politique Catherine Ney, venue exposer en principauté sa vision de la politique française. Mais avant de développer ces titres, prenons la direction de Paris. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a été honoré à l'Élysée. Le souverain s'est vu remettre les insignes de commandeur du mérite agricole par Emmanuel Macron. Dans son discours, le président français a fait référence à la riche histoire qui lie la France et la principauté, mentionnant les différents fiefs des Grimaldi dans l'Hexagone. Il a rappelé également l'amour pour la nature du souverain et son engagement pour la terre et la planète. Pour ce moment symbolique et historique, le prince Albert II était accompagné de son épouse, son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, et de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, ainsi que de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Et le prince Albert II était aujourd'hui à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour célébrer les 120 ans de la commune. À cette occasion, une sculpture sur le thème de la mer a été dévoilée au public place du Centenaire, une œuvre symbolisant la préservation des océans. Alban Gingembre et Lionel Bernardi étaient sur place. La Méduse des voyageurs, c'est 1 an de travail, mais surtout 10 années d'accumulation d'objets en bronze récoltés dans les profondeurs de la Méditerranée. La Méduse, personne n'aime. Donc ça me plaisait de faire une pièce sur ce thème-là. C'est une méduse bien particulière qu'on voit au large, qui n'est pas urticante déjà. Voilà, elle est toute blanche avec un liseré bleu et les petits poissons viennent se protéger dedans. Et on dit la méduse des voyageurs parce qu'on la rencontre au large. Et bien souvent, ce sont des gens qui ont des voiliers, qui peuvent s'arrêter et la regarder. C'est un hommage aux océans. Créée pour marquer les 120 ans de Saint-Jean-Cap-Ferrat, cette méduse porte un message, la préservation de notre écosystème et de la mer Méditerranée. Et c'est sous le haut patronage du prince Albert II qu'elle a été dévoilée. La principauté de Monaco et notamment l'arrière-arrière-grand-père que je citerai tout à l'heure, le prince Albert Ier, a été un des pionniers en matière d'exploration et de navigation et dont les découvertes ont fait quand même pour progresser beaucoup la science et la médecine. Et puis Monseigneur, au travers de cette fondation Albert II exceptionnelle, qui aujourd'hui de l'Arctique à l'Antarctique milite justement pour la préservation de l'environnement et d'une manière générale bien sûr des mers et des océans, parce que je pense que c'est particulièrement important. La préservation des océans s'inscrira dans la conférence des Nations Unies prévue l'an prochain à Nice, dans laquelle Monaco sera partie prenante. Oui, la principauté qui accueillera en 2025 le Blue Economy and Finance Forum en amont de la conférence des Nations Unies pour l'océan. Dans un tout autre domaine, le Monaco Economic Board, organisé en partenariat avec l'Ordre des experts comptables de Monaco et la Chambre professionnelle des experts de Monaco, une conférence mardi soir au Novotel. Le thème, la révolution de l'intelligence artificielle et ChatGPT, tendance, opportunités et préoccupations. Frédéric Elion vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Lionel Bernardi. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'homme, mais l'homme qui utilise l'intelligence artificielle remplacera celui qui ne l'utilise pas. Cette citation résume bien l'esprit de la conférence organisée par le Monaco Economic Board au Novotel mardi soir. L'intelligence artificielle est une véritable révolution qui va bouleverser notamment le monde du travail. L'Ordre des experts comptables souhaite initier ce soir une série d'événements annuels pour parler de la transition numérique dans le monde du chiffre, le monde des experts comptables et comptables agréés de la principauté. Et on a trouvé que le thème de l'intelligence artificielle était prometteur, en tout cas, pour initier cette série d'événements. On va expliquer un petit peu d'où on vient, où on est
où on va. On va également insister un petit peu sur tout ce qui est opportunité, préoccupation. Opportunité, il y a tout à faire, il y a absolument tout à faire. Il y a tout à revoir aussi, il n'y a pas une chose qu'il faudra changer. Préoccupation, on s'en doute bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont un peu inquiets pour de nombreuses raisons. À commencer par, on s'interroge sur les emplois, sur différentes autres problématiques, sur la sécurité, la confidentialité, etc. Cette conférence a aussi permis de s'interroger sur la transition numérique du métier du chiffre, avec l'apport de nouvelles technologies et notamment des IA. La dernière version de ChatGPT, la 4o, a d'ailleurs été annoncée lundi soir. France Travail, 43 millions de personnes potentiellement touchées d'elle, 49 millions de clients potentiellement touchés. L'hôpital de Cannes, 61 gigaoctets de données médicales et personnelles publiées sur Internet. Les cyberattaques se multiplient. Mais comment s'en prémunir, que l'on soit un grand groupe ou une petite entreprise? C'est la question que nous avons voulu développer ce soir sur notre antenne. Bonsoir Tristan Fradet. Bonsoir. Vous êtes directeur commercial de Stoic. L'actualité nous le prouve, le risque zéro n'existe pas. Comment éviter la cyberattaque ? Et oui, le sujet des cyberattaques est un sujet d'actualité pour toutes les organisations, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées. Et éviter les cyberattaques, c'est possible dans une certaine mesure en se protégeant, mais le risque zéro, malgré les protections, n'existe pas. Et donc le réflexe de l'assurance cyber est un bon réflexe à avoir pour toutes les organisations qui sont dépendantes de leur informatique. Quand on voit de grands groupes ciblés et touchés par ces cyberattaques, est-ce qu'il est encore possible de stocker des données en toute sécurité? Oui, il est possible de sécuriser les données que l'on traite, que ce soit sur des clients, sur des patients, sur des fournisseurs, et il faut les stocker de façon sécurisée, mais les pirates redoublent d'inventivité pour trouver de nouvelles techniques et dérober ces données. Donc, comme je le disais précédemment, le risque zéro n'existe pas. On peut le réduire autant qu'on veut, mais le risque zéro n'existera probablement jamais face au risque cyber. Qu'est-ce que cela traduit de la sécurité de nos données ? Ce que cela veut dire, c'est que nos données sont protégées par les acteurs qui les traitent autant qu'ils le peuvent, mais qu'elles sont néanmoins régulièrement divulguées lors de piratage, comme ça a été le cas régulièrement ces derniers mois, ces dernières semaines. En date, l'hôpital de Cannes qui a été visé par une cyberattaque et les données des patients de l'hôpital, si je ne m'abuse pas, ont été compromises. Quelles sont les cybermenaces actuelles, Tristan ? Alors la menace cyber, elle est multiforme, il y a plusieurs types de menaces qui pèsent. On parlait des données à l'instant, les données peuvent fuiter et être rendues publiques alors qu'elles ne devaient pas l'être. Un gros risque également est celui du ransomware ou rançongiciel en français. Qu'est-ce que c'est qu'un ransomware? C'est un logiciel déployé par des pirates informatiques qui va chiffrer l'ensemble du système informatique de l'organisation qui est ciblée et rendre complètement inutilisable le système informatique de cette organisation et paralyser donc l'activité. Il y a encore bien d'autres menaces, les fraudes notamment, rendues possibles par les attaques informatiques. Alors vous, votre domaine chez Stoic, c'est l'assurance des risques cyber des PME et des entreprises de taille intermédiaire, c'est ça ? Tout à fait, chez Stoic, on est une grosse soixantaine de collaborateurs en France et en Allemagne. Et notre spécialité chez Stoic, c'est de proposer par l'intermédiaire de nos courtiers partenaires aux entreprises, aux organisations, un contrat qui va les assurer et venir donc indemniser toutes les conséquences qu'aurait une éventuelle cyberattaque. Et la particularité chez Stoic, c'est que ce contrat d'assurance, il est couplé de façon indissociable avec des outils de prévention, de réduction du risque d'un côté, qui vont faire qu'une entreprise assurée chez nous va être moins la cible de cyberattaque. C'est le premier pilier. Et le second pilier, c'est l'assistance. Puisqu'en cas de cyberattaque, l'organisation, si elle est assurée chez nous, va bénéficier de l'assistance de nos équipes de réponse à incidents qui vont être mobilisées, parfois venir physiquement chez l'organisation, l'entreprise par exemple, pour l'aider à repartir, à relancer son activité suite à la cyberattaque. C'est comme ça qu'on accompagne au mieux les entreprises alors, parce que des cyberattaques, ça peut mettre en péril l'avenir d'une entreprise. Tout à fait, il y a beaucoup de sociétés qui déposent malheureusement le bilan suite à une cyberattaque et notre produit est une solution 360 degrés face à ce risque. Puisque en amont d'une éventuelle cyberattaque, on va donc la prévenir via la mise à disposition de ces outils de prévention, donc réduire le risque, mais le risque zéro n'existe pas et donc la couverture assurantielle qui vient indemniser les conséquences d'une cyberattaque, elle est très complémentaire à cette prévention. Il y a beaucoup d'acteurs qui font de la prévention, il y a beaucoup d'acteurs qui font de l'assurance. On est aujourd'hui les leaders sur le marché qui combinent prévention et assurance face aux cyberattaques. Et vous l'avez dit, vous êtes déjà présent dans plusieurs pays. En quoi Monaco est un marché cœur de cible pour vous ?
Alors, Monaco a un tissu économique très dense, avec notamment des organisations sensibles qui collectent et qui traitent de la donnée sur beaucoup de personnes. Donc le marché monégasque nous attire depuis un moment. Et puis nos partenaires locaux, notamment nos courtiers partenaires, nous demandent avec insistance de les accompagner et de proposer cette solution à leurs clients monégasques. Ils la proposaient déjà pour certains à leurs clients en France, mais ils sont très heureux de nous voir arriver maintenant sur le marché monégasque. L'assurance est une industrie réglementée et donc on a dû travailler dur pour obtenir les autorisations nécessaires pour travailler sur ce marché-là qui est maintenant vraiment un focus important de développement pour nous. Eh bien merci Tristan Fradet d'avoir été notre invité ce soir, merci. Merci Émilie. Il a fait de ses ours en peluche sa signature, son identité. Comme l'an dernier, les ours de chez Marco Traverso étaient à l'honneur lors d'une vente aux enchères organisée par le fleuriste sous l'impulsion de Karel Traverso au profit de l'association Monaco Disease Power. Les enchères se sont-elles envolées sous le marteau de Simon de Pury? Les acheteurs ont-ils été attendris par les oursons mis en vente? Élément de réponse dans ce reportage d'Alban Gingembre et Sylvain Péroumal. L'ours comme symbole de tendresse. Pour la deuxième fois, Karel Traverso fait don d'une partie de ses ours. En tout, ce sont 21 peluches qui ont été mises en vente aux enchères pour la bonne cause. Chaque ours est parrainé. Chaque parrain a déterminé un lot ou un voucher ou quelque chose qui s'ajoute à l'ours, ce qui donne de la valeur supplémentaire à l'ours, mais un attrait supplémentaire aussi. Du coup, les ours vont être vendus sous l'identité du parrain ou de la marraine. Nous, on a simplement offert nos ours qui ne sont pas financés par les parrains marraines. C'est nous qui les offrons pour la vente. Et ensuite, on va espérer que les gens craquent sur certains ours parce que leur valeur ajoutée est quand même intéressante. On a envie de s'amuser, on a envie que les gens jouent le jeu, prennent plaisir à vendre cet ours pour cette cause. Vous avez ici ce très bel ours. Il s'appelle Boubou. Pour 700 €, 800, 3000, 3200, 3800. Non. Dernière possibilité, c'est bien vu. Vous le laissez à son fils. Écoutez, vous êtes un homme d'une générosité exceptionnelle. Tous les fonds récoltés sont reversés à Monaco Disease Power. L'association pourra ainsi développer la maison Delphine dédiée au logement inclusif. C'est un moyen de prendre en charge aujourd'hui certaines personnes avec différents handicaps. Et en l'occurrence, nous, on est plutôt sur le trouble autistique et les troubles du neurodéveloppement. Donc on a ciblé ces jeunes-là qu'on connaît depuis plusieurs années. Et donc grâce à cette acquisition, ça nous permettra de mettre en œuvre. L'an passé, les dons avaient dépassé les 20 000 €, record battu pour cette année avec un résultat multiplié par 2. Succès donc pour cette deuxième vente aux enchères au profit de Monaco Disease Power. Coup de projecteur à présent sur l'AMI, l'association monégasque ibéro-américaine qui organise demain soir sa traditionnelle soirée de gala annuelle. Un dîner gastronomique qui mettra à l'honneur la cuisine du Honduras. À la veille de cette grande soirée, une masterclass de cuisine était organisée au lycée Régnier 3. Les détails de Frédéric Elion et Lionel Bernardi. Réputé pour son café, son chocolat et sa cuisine généreuse, colorée et épicée, le Honduras sera à l'honneur jeudi soir au Yacht Club de Monaco à l'occasion du gala annuel de l'association monégasque ibéro-américaine. Une vingtaine d'élèves du lycée Régnier 3 participera à l'événement, certains en cuisine, d'autres en salle. À la veille de cette grande soirée, une masterclass était organisée au sein de l'établissement. The general point of the class was to showcase a little bit of our culture and our gastronomic culture. We did something that is very traditional, and we find it a lot in our supermarché, le marché. It's called carne endiablada in Spanish. It's a very spicy dish. In Honduras, we use a lot of spice, basically, in our food. Une fois la masterclass terminée, direction les cuisines du lycée Régnier 3. Le dîner gastronomique est certes dans un peu plus de 30 heures, mais la mise en place a déjà débuté. Aujourd'hui, on va donner la nourriture hondurienne. C'est spécial, c'est vraiment fantastique. On va déguster des saveurs ancestrales on a 5 chefs qui vont montrer le meilleur de Honduras. Quel produit vous êtes en train de travailler là? Alors, on va travailler la viande, on va travailler les fruits de mer. 5 chefs honduriens sont en principauté pour préparer ce grand dîner gastronomique
280 personnes sont attendues lors du gala jeudi soir. Il est temps à présent de recevoir notre seconde invitée. Il s'agit de Catherine Ney, journaliste éditorialiste et auteure de nombreux ouvrages et qui intervenait hier à l'invitation de la Monaco Méditerranée Foundation. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invitée. Ce soir avec vous, nous allons parler politique, un domaine que vous connaissez bien et sur lequel vous écrivez régulièrement. Nicolas Sarkozy, François Mitterrand, Jacques Chirac ou encore Valéry Giscard d'Estaing. Les destins de ces présidents, vous les avez passés à la loupe dans vos ouvrages. Qu'est-ce qui caractérisait chacun de ces chefs d'État ? Chacun a sa singularité. Ils ont été les présidents de la Ve République. Je dirais que jusqu'à François Hollande, ils avaient au moins un point commun, c'est que depuis toujours, ils avaient eu envie de gouverner la France. Ils s'y étaient préparés, ce qui était un long chemin, peuplé de ronces, avec des échecs, on se reprend, on ne gagne pas au premier coup, il faut se faire connaître des Français, se faire aimer. Moi, je dirais qu'il y a eu une césure avec François Hollande qui est arrivé parce que il y avait eu l'aventure à New York malencontreuse de Dominique Strauss-Kahn. Donc il n'était pas attendu par les Français. Il s'est fait élire sur une phrase mon ennemi, c'est la finance. Et il est arrivé au pouvoir en étant relativement pas préparé et il n'a pas pu se représenter. Et après, c'est vrai que Emmanuel Macron est arrivé, alors que d'ailleurs ça a été un exploit extraordinaire. 2 ans avant, il n'était pas connu en France. Donc c'est de nouveau, ils sont l'un et l'autre, chacun dans son genre, des prototypes nouveaux. Oui, parce que ce qui les différencie des autres, enfin des présidents que nous avons cités au départ, c'est cette quête du pouvoir, cette ambition qui émerge des portraits que vous avez signés. Oui, mais l'ambition, je veux dire, c'est quelque chose de noble aussi, parce que quelqu'un qui veut gouverner la France, c'est aussi qu'il a un projet. C'est pas uniquement pour avoir le pouvoir, c'est simplement en croyant qu'une fois arrivé au pouvoir, il pourra changer la France, améliorer la condition des Français. Il est toujours sincère et puis les choses se passent toujours pas toujours comme ses électeurs le voudraient et même eux-mêmes. Et donc c'est toute à la fois la tragédie du pouvoir, la comédie du pouvoir, que je raconte dans mes différents livres. Mais je crois que pour une journaliste, surtout quand on fait un éditorial quotidien, si on s'en tient à l'éditorial et sans s'arrêter de temps en temps pour tout remettre à plat et essayer de mettre les choses au clair, eh bien on voit qu'on était dans un film mais qu'on n'a pas compris le scénario. C'est pour ça que je crois que mon travail de journaliste, ça a été d'écrire des biographies et raconter la politique au fil des ans, à la fois pour éclairer les Français, voir ce que les présidents avaient réussi, avaient raté. Puis c'est toujours des aventures humaines avec des caractères, avec leurs défauts, leur originalité, leur séduction. Enfin, ce sont des personnages un peu hors normes quand même. On n'arrive pas au pouvoir sans avoir un talent particulier. Oui, vous parlez même de grand théâtre, du pouvoir. Oui, c'est un théâtre parce que tous les jours, ils doivent imaginer le récit national, faire vibrer la France, raconter une histoire. Quelquefois, elle se dessine au jour le jour sans que le scénario soit vraiment préparé ni imaginé. Mais voilà, mais ça fait partie de leur histoire et c'est notre histoire. Vous parlez d'un scénario, parfois ça s'apparente à une véritable série télévisée. Oui, aussi, parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, c'est par épisode, c'est par séquence, c'est par... mais voilà, ça fait partie de notre vie. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que de ces parcours professionnels des présidents, eh bien, les Netflix s'en emparent et c'est repris et font des biopics sur ces présidents. Et voilà, ce sont ceux qui, peut-être... amène le plus d'idées au cinéma aujourd'hui. Jean-Louis Debré s'était lui inspiré de l'art de l'humour en politique. Il avait même confié sur notre antenne que la politique était devenue un métier spectacle. Est-ce que c'est un avis que vous partagez également ?
C'est un spectacle à partir du moment où chaque jour, les ministres sont obligés de passer à la télévision, d'être interviewés et font partie vraiment de la chaîne du spectacle. Voilà, à la fois, et plus ils ont à faire face aux réseaux sociaux, aux fake news. Enfin, c'est un métier très périlleux aujourd'hui de faire de la politique. Oui, parce que tout cela a émergé aussi avec l'essor des supports de communication. On mentionne les réseaux, les chaînes d'information en continu également. Oui, on a changé de monde et ça c'est vrai depuis 50 ans. Et aujourd'hui, Catherine Ney, quel regard portez-vous sur la politique française à l'approche des élections européennes ? On se demande d'abord quel sera le score du parti présidentiel, parce que le président est sûrement très actif en Europe, vient de faire un discours de 2 heures sur l'Europe où il parlait comme s'il était le président de l'Europe. Est-ce que les Français vont lui en tenir gré et savoir et voter pour celle qui incarne la Macronie? On le verra le 9 juin. Voilà, c'est tout son pari, mais c'est un pari lourd parce que je crois qu'il n'est peut-être pas raisonnable de nommer 2 mois avant l'échéance un petit soldat inconnu pour livrer bataille. Mais Valérie Ayé aurait mérité de se préparer depuis déjà quelques mois. Merci beaucoup Catherine Ney d'avoir été notre invitée. On le rappelle, vous intervenez lors d'une conférence de la Monaco Méditerranée Foundation. Merci d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci. Dans le reste de l'actualité, en bref, la mairie de Monaco dévoile sa nouvelle salle du conseil. C'est entouré de ses membres que le maire de Monaco, Georges Marsan, a inauguré les lieux. Près de 10 mois de travaux ont été nécessaires pour les rendre plus accueillants tout en préservant l'âme de la salle, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Et puis cette information qui peut intéresser certains de nos téléspectateurs, l'Amicale des aînés monégasques organise le 27 juin une sortie du côté de Nice. C'est une découverte de la fameuse confiserie Florian qui sera proposée aux membres et une dégustation des spécialités de la région dans les hauteurs de la ville. Attention, les adhérents souhaitant participer à cette sortie doivent s'inscrire le mardi 11 juin au foyer Régnier 3. Place à votre rubrique « Ceux qui font Monaco », un numéro qui nous emmène ce soir à l'est de la Principauté, Christine Datomel, chez une enseigne qui traverse le temps. Oui, aujourd'hui on se retrouve au boulevard des Moulins pour parler d'une histoire d'amour, une belle histoire d'amour qui a commencé il y a de nombreuses années en Principauté. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la plus ancienne boutique pour enfants. Nous parlons bien sûr de Récréation. Je suis installée en 1984. Auparavant, j'ai déjà eu une affaire qui s'appelait le Dragon d'Or dans la pâtisserie Salon de thé et traiteur à Monaco. Donc j'ai connu toute une belle ancienne génération de mamans, de grand-mères et tout ça, que je retrouve encore ici. Donc c'est une belle histoire d'amour pour moi. Et là, on a le plaisir de servir tous ces petits-enfants qui naissent, qui grandissent et qui deviennent après des hommes ou des femmes, des jeunes femmes, voilà. Alors vous avez connu probablement des enfants qui sont aujourd'hui papa-maman. Quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Ils vous parlent de souvenirs d'enfance? Absolument, il y en a qui se rappellent beaucoup de moi, qui me disent, je me rappelle quand j'étais petit, je mangeais l'éclair au chocolat chez vous, ou bien ma maman venait chercher le pain de mie pour faire les toasts au saumon. C'est vrai que certains se rappellent encore de moi. Tout le monde se pose la question, pourquoi le nom Récréation? Je viens d'un pays lointain et quand mon papa a ouvert un magasin dans le prêt-à-porter pour hommes, il a donné le nom de mes 2 frères et moi-même d'ailleurs, Henri mon frère, Cri moi, Christiane, et c'était Y mon petit frère Jean-Yves. Et quand l'après-midi on avait bien travaillé, on prenait un thé ou un café ou un petit gâteau et on disait on fait la récréation. Voilà, et quand j'ai ouvert la boutique pour enfants, j'ai dit je vais garder ça, c'est mignon, ça parle à tout le monde. Voilà, et c'est comme ça que ça s'appelle Récréation, c'est le nom des 3 enfants de ma famille. Alors, on a de très jolies marques, on a Moncler essentiellement, pour les garçons on a Stone Island, on a Ralph Lauren, et puis d'autres petites marques qui sont très jolies, Bugatti par exemple, pour les enfants qui aiment les voitures. Ensuite, on a pour les filles pareil, on a une belle marque Mona Lisa,
parce que chez eux, ils font beaucoup aussi, style Disney, tout ça, des belles choses, des belles couleurs. Le rose, bien sûr, pour les petites filles, et puis après d'autres couleurs qui vont avec. En plus, nous faisons beaucoup de cérémonies, les costumes, les chemises blanches qui vont avec, les cravates et nos papillons. On fait même des costumes queue de pie pour ceux qui ont des choses exceptionnelles, extraordinaires. Ensuite, on a les maillots de bain, bien sûr, Saint-Barth, qui plaisent beaucoup avec beaucoup de couleurs. On a même les pyjamas, les underwear, les dessous pour les petits garçons, les petites filles. On a tout, quoi. La personne qui rentre et qui veut acheter, elle a vraiment de quoi acheter. Une histoire d'amour que RIC Création a construite avec vous. Alors, pour la poursuivre, rendez-vous tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 19h. Des nouvelles du ciel avec vous, Anaëlle Marquez. Bonsoir Anaëlle. Et quelles sont les prévisions pour la journée de jeudi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le temps restera instable sur la principauté avec un ciel couvert toute la journée. Quelques averses sont prévues dans la matinée et des risques orageux persistent dans l'après-midi. Côté température, pas de grand changement par rapport à aujourd'hui. Il fera entre 15 et 18 degrés. Et en ce jeudi 16 mai, nous fêterons les Honorés. Honoré, un prénom bien connu en principauté, porté par plusieurs princes de Monaco. Merci Anaëlle et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec les cadets de l'équipe de foot UNSS qui se préparent pour leur grand rendez-vous, le championnat de France à Abbeville dans la Somme, la semaine prochaine. Photo signée ce soir, Étienne Dang. Bonne soirée à tous et à demain, 19h sur Monaco Info.